bonsoir, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition d'Information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Ce bulletin d'information aujourd'hui, nous l'ouvrons par l'Eswatini, c'est l'ancien Swaziland, où la fille du roi Swati III a été nommée ministre de l'Information. Cette annonce a été faite à la presse par le nouveau Premier ministre Ambroise Lamini. La princesse Chikaniso Lamini sera désormais en charge des médias, des communications et des technologies. Éduquée en Angleterre et aux États-Unis, titulaire d'un master en communication numérique, la princesse siège déjà au puissant Conseil royal qui détermine les orientations politiques et économiques. Première enfant du roi, la princesse, également musicienne, siège aussi au conseil d'administration de la branche Swazi, dans laquelle le roi détient 10% des parts. Nommé donc en octobre dernier, le nouveau Premier ministre Ambroise Lamini a dévoilé vendredi dernier son gouvernement de 19 membres, dont la princesse. Le rôle du chef de gouvernement est extrêmement limité dans les Swatini, où le roi, en poste depuis 1986, nomme les ministres et contrôle le Parlement. Nous mettons le cap cette fois-ci au Togo pour parler de crise politique. Ce 3 novembre 2018, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Lomé, ceci pour demander la libération des prisonniers arrêtés lors des grandes manifestations de l'opposition. C'est un reportage signé par Tony Michael Menga. Les manifestants ont convergé vers un parc de la capitale togolaise, ceci à l'appel du Front citoyen qui rassemble de nombreuses organisations de la société civile. Selon eux, une cinquantaine de personnes sont toujours détenues dans les prisons togolaises depuis les manifestations organisées ces derniers mois par la coalition. Des marches qui visent à demander la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Le Front citoyen Togo Debout exige également l'arrêt du processus électoral en vue des élections législatives prévues le 20 décembre prochain, conformément à la feuille de route de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La principale coalition de l'opposition avait appelé ses partisans à boycotter le recensement électoral qui a pris fin le 25 octobre dernier, considérant ainsi que le fait d'accepter d'envoyer ses représentants siéger au sein de la CENI n'est pas un gage pour renoncer au reste de ses revendications visant à garantir la transparence des prochaines élections législatives. Au Gabon, cette fois-ci, ce 3 novembre 2018, le secrétaire général du PDG, le directeur du cabinet civil de la présidence et certains membres de certaines factions politiques ont donc tenu une réunion post-électorale, une rencontre durant laquelle le secrétaire général du PDG a appelé les nouveaux élus à l'autodiscipline. C'est un reportage signé par nos correspondants Fatih Raina et Marcelin. Au lendemain des élections couplées législatives et locales 2018 au Gabon, le Parti démocratique gabonais, sous la houlette de son secrétaire général, a procédé ce 3 novembre à Libreville à la célébration de sa victoire écrasante engrangée à l'issue de ce scrutin historique. À cette occasion, M. Éric Dodo Bouguenza, qui présidait la cérémonie, a tenu à remercier les militants et sympathisants de ce grand parti, tout en appelant les nouveaux élus à l'autodiscipline. Le peuple gabonais a besoin de nous pour le conduire vers son épanouissement et pour conduire notre pays dans son développement pour leur mieux-être. Notre parti doit également se fonder et s'appuyer davantage sur la discipline. Mais la discipline commence par l'autodiscipline. Chacun doit faire un effort d'être discipliné soi-même pour que la discipline collective puisse nous permettre de soutenir, d'accompagner dignement et honorablement la vision du distingué camarade président, celle d'accélérer la transformation de notre pays, le Gabon. Camarades conseillers municipaux, camarades conseillers départementaux, le parti est le nôtre. Le parti
compte sur chacun et chacune de nous. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse le Parti démocratique gabonais. Je vous remercie. Ayant à lui seul la majorité dans la prochaine Assemblée nationale, le parti au pouvoir, à travers le rendez-vous de ce jour, aura permis à ses dirigeants de communier avec la base afin que l'harmonie règne pour toujours au sein du PDG. En Côte d'Ivoire, le FPI, le Front populaire ivoirien, est en deuil. Le politicien Aboudraman Sangaré, un proche de l'ancien président de Laurent Gbagbo, est décédé ce samedi 3 novembre 2018 à Abidjan. L'information a été rendue publique par des responsables de sa faction politique. Le Front populaire ivoirien est présenté comme le gardien du temple. Sangaré dirigeait la faction dissidente du FPI qui avait élu en août dernier Laurent Gbagbo, jugé à La Haye pour crimes contre l'humanité à la tête du parti. Sangaré occupait alors les fonctions de vice-président et président par intérim du FPI. Premier ex-chef d'État remis à la CPI, Laurent Gbagbo est écroué depuis fin 2011 à La Haye, où il est jugé par la CPI pour crimes contre l'humanité présumés commis lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Nous mettons le cap cette fois-ci en Gambie où le prince Charles de Galles et son épouse sont donc en tournée africaine. Arrivé dans le pays des Djamé, le couple princier a pour objectif de renforcer les liens bilatéraux qui existent entre certains pays africains et la Grande-Bretagne. C'est un reportage signé par Junior Wafo. C'est en compagnie de son épouse, la duchesse Camilla, que le prince Charles est arrivé à Banjul le 1er novembre 2018 pour l'ouverture de sa tournée africaine. Dans un discours prononcé dans la capitale gambienne, ce dernier a salué le retour de la Gambie dans la grande famille du Commonwealth, qui pour lui a permis de tourner le dos à 22 ans de dictature afin d'embrasser un nouveau départ. En effet, le pays avait quitté l'organisation en 2013 sous la présidence de l'ancien chef d'État, Yahya Jammeh. Le prince a par la suite visité un centre de recherche médicale britannique, un camp d'entraînement de l'armée, avant d'assister à une table ronde sur le tourisme. Pour le président gambien Adama Barrow, cette visite royale montre l'amour que la Grande-Bretagne porte à la Gambie et aussi que le royaume est prêt à soutenir son pays dans la réalisation effective de son développement. La dernière visite d'État de la famille royale britannique en Gambie remonte à 1961 avec la venue de la reine Elisabeth II, mère du prince Charles. Pour conclure cette tournée africaine, le couple princier se rendra au Ghana et ensuite au Nigeria. Au Tchad, donc, la Banque africaine de développement a octroyé le 31 octobre dernier une somme de 21,2 millions de dollars au pays, ceci pour soutenir la première phase du programme d'appui à la relance économique. C'est un reportage signé une fois de plus par Junior Wafo. 21 millions de dollars, c'est le montant octroyé par le Fonds africain de développement au Tchad. Ce don obtenu le 31 octobre dernier vise à soutenir la première phase du programme d'appui à la relance économique et à créer les conditions d'une croissance durable. Il devra aussi, entre autres, appuyer les réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques ainsi que la création d'un climat plus propice aux investissements privés. Par ailleurs, le programme entend consolider les résultats obtenus dans le cadre des opérations financées depuis 2015 par la Banque africaine de développement. Des opérations qui ont permis d'atténuer la crise budgétaire et économique que le pays a traversée entre 2014 et 2017 suite à la chute drastique des cours du pétrole. Rappelons que le programme d'appui à la relance de l'économie a été lancé cette année par le président Idriss Déby Itno pour ce qui est de sa première phase. En tenant compte de cette dernière, le portefeuille actif du groupe Banque africaine de développement au Tchad compte aujourd'hui 17 opérations représentant 217,91 millions de dollars d'engagement net. Au Niger, le pays a annoncé le 31
octobre dernier la mise en place d'une centrale électrique solaire. Cette centrale d'une capacité de 90 MW aura pour objectif de régler les problèmes de délestage dans le pays. C'est un reportage signé une fois de plus par Junior Wafo. 20 MW, c'est la puissance qu'aura la nouvelle centrale photovoltaïque de Goroa Banda à Niamey. D'un montant estimé à 17,7 milliards de francs CFA, cette dernière sera financée par l'Agence française de développement et l'Union européenne et devrait voir le jour d'ici 2021. Tels sont les détails de l'accord de financement signé mercredi 31 octobre 2018 entre le ministre nigérien des Finances Assoumi Massoudou et Marcel Escure, ambassadeur de France au Niger. C'est du moins ce que nous a fait savoir la télévision nigérienne. Dans un pays où le taux d'électrification n'est que de 12%, le gouvernement espère ainsi atteindre les 25% à l'horizon 2021. Pour Alassane Alid, directeur général de la Société nigérienne d'électricité, cette centrale viendra renforcer l'offre énergétique du pays qui, depuis plusieurs années, importe du Nigeria l'essentiel du courant qu'elle distribue. Outre ce contrat, l'Union européenne et l'Agence française de développement ont également annoncé un cofinancement pour la construction d'une centrale électrique hybride d'un coût de 32 millions d'euros à Agadez, ville du Nord classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses 1,268 millions de kilomètres carrés, le Niger est pour la NASA l'un des pays contenant des zones les plus ensoleillées de la planète. Et pour le gouvernement, l'utilisation de cette ressource inépuisable qu'est le soleil devra permettre de donner l'électricité à chaque famille nigérienne, car le pays fait désormais partie de l'Agence solaire internationale. Au Sénégal, une autre édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique s'est donc ouverte ce lundi 5 novembre 2018 au Sénégal et donc réunissant plusieurs chefs d'État. Les discussions seront axées sur la paix et le développement durable en Afrique. C'est un reportage signé par Halid Mama. La 5e édition du Forum international Paix et Sécurité sera axée sur le thème « Paix et sécurité en Afrique, enjeux de développement et de stabilité durable ». Ceci pour une période allant du 5 au 6 novembre 2018 à Dakar. Promettant de mobiliser 500 participants, ce forum entend mettre au centre des débats la problématique des droits humains. Sur la question « Comment assurer l'impératif de justice et de sécurité sans porter atteinte pour autant aux individus ?» Une séance de gymnastique intellectuelle interpellera les chefs d'État et de gouvernement, les autorités militaires, les écoles de défense et de sécurité, entre autres. Néanmoins, un regard soigneux sera posé sur la cybercriminalité. À ce sujet, il sera ouvert un atelier spécial sur la cyberespace et la prévention de l'extrémisme violent et de la criminalité organisée. Selon les organisateurs, ce 5e forum se déroulera dans un contexte de globalisation des défis sécuritaires, imposant la recherche de solutions. Ceci pour conforter le lien entre sécurité, paix et développement dans une perspective durable. En Égypte, la police a donc tué 19 présumés djihadistes liés à l'attentat anti-copte qui s'est déroulé vendredi dernier à Minya et qui a fait à peu près 7 morts. Et donc l'information a été rendue publique ce 4 novembre 2018 par le ministère de l'Intérieur. C'est un reportage signé par Lydienne Dédi. Une victoire de plus pour l'Égypte dans la lutte que le pays mène de manière acharnée contre le terrorisme. 19 djihadistes sont tombés dans le piège de l'armée égyptienne. Ils y sont perdus la vue. Leur décès ne compense certes pas ceux des 7 innocents qui ont péri vendredi, mais c'est une grande satisfaction pour le pays. Les 19 djihadistes présumés ont été retrouvés dans le cadre de la poursuite des éléments terroristes impliqués dans la mise en œuvre d'opérations hostiles dans le pays. La dernière en date est cet assaut qui a visé vendredi les citoyens lors de leur retour du monastère de Saint-Samuel dans la province de Minira. Au moins 7 personnes ont été tuées et 7 blessées vendredi dans cet attentat revendiqué par le groupe État islamique. Parmi les victimes figuraient 6 coptes et un chrétien évangéliste.
En réplique, des raids ont été menés dans les zones montagneuses du désert occidental de la province de Minya pour retrouver ces éléments terroristes en fuite. Les djihadistes de l'État islamique s'en prennent régulièrement aux Kurdes, qui représentent environ 10% de la population de près de 100 millions d'habitants. Plus d'une centaine de personnes sont mortes dans une série d'attaques anti-coptes depuis fin 2016. Cette opération antiterrorisme assez sévère ne fait cependant pas l'unanimité. Les analystes et défenseurs des droits de l'homme reprochent régulièrement au pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi de répondre au terrorisme par une répression sécuritaire tous azimuts. Le pape François avait également réagi dimanche, exprimant sa douleur après l'attentat terroriste qui a frappé voici 2 jours l'église copte orthodoxe en Égypte. J'ai cité. S'exprimant depuis la fenêtre du palais apostolique sur la place Saint-Pierre de Rome, il a dit prier pour les victimes, pèlerins tués pour le seul fait d'être chrétiens. La dernière attaque meurtrière contre les fidèles coptes en Égypte remontait en décembre 2017, lorsqu'un djihadiste de l'État islamique a tué 9 personnes dans une église au sud du Caire. En mai 2017, dans le même secteur que l'attaque de vendredi, 28 pèlerins coptes, dont de nombreux enfants, ont été tués par des hommes armés. Ils effectuaient eux aussi un pèlerinage au monastère de Saint-Samuel. L'Égypte avait alors répondu à cette attaque par des frappes aériennes contre des camps djihadistes en Libye voisine. Pas de pitié en Égypte dans cette lutte contre le terrorisme. En République démocratique du Congo, au moins 8 personnes ont perdu la vie dans une double attaque justement attribuée aux rebelles d'ADF. Cette double attaque a été perpétrée le week-end dernier à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Détail dans ce reportage signé une fois de plus par Lydienne Dédi. Le sang coule de nouveau sur la ville de Beni en RDC. La photo rebelle ADF qui aurait perpétré des attaques dans le territoire béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 8 personnes y ont péri. Les assaillants ont aussi enlevé une vingtaine de personnes et pillé plusieurs boutiques. Les attaques ont eu lieu dans les localités de Manmoko et Oicha, dans l'extrême nord de la province du Nord Kivu. Cette nouvelle attaque intervient moins d'un mois après celle du 20 octobre, toujours à Beni, et également attribuée à ces combattants ADF. La société civile avait alors décompté au moins 14 civils et 5 militaires tués lors de cette attaque. Mais selon le maire de Beni, il y a eu 12 civils de tués dans ces violences dues à l'attaque des rebelles contre le camp militaire de Kasanga. Avant de s'étendre en direction du centre-ville, un médecin de l'hôpital général a affirmé avoir vu 16 morts, dont 12 civils et 4 militaires ou rebelles. Il fait état de 8 blessés, dont 5 civils. Les populations lassées s'étaient révoltées et avaient brûlé des édifices publics pour protester contre ces tueries. Si l'identité des assaillants n'est toujours pas révélée, la piste des ADF est d'ores et déjà privilégiée. Et c'est souvent cette milice islamiste venue de l'Ouganda qui est pointée du doigt dans les quelques 100 attaques enregistrées cette année dans la ville de Beni. Assauts qui ont déjà fait de nombreuses victimes, dont 235. Vivement qu'elle s'arrête. Au Congo voisin, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, au délestage, il faut maintenant ajouter les pénuries de carburant. Les réservoirs, les pompes sont donc asséchés au niveau des stations de service et certains secteurs d'activité tournent au ralenti. C'est du moins ce que nous fait savoir Ali Mama dans ce reportage qu'il signe. Des coiffeurs aux automobilistes en passant par les commerçants, tous les habitants du pays sont affectés par cette pénurie de carburant. Au fil d'actualité, ils sont à la merci des pompistes et des vendeurs à la sauvette, communément appelés cadafis. Une situation plutôt morose pour la population. Car, selon un automobiliste, il faut donner un mandat aux pompistes avant d'avoir un plein de carburant qui coûte 12 000 francs CFA. D'après un autre encore, les cadafistes revendent le carburant au prix de 1 500 ou 2 000 francs CFA, un montant faramineux pour les pratiquants de son métier. Par ailleurs, il faut dire qu'avant cette pénurie de carburant, les Congolais souffrent de délestage. Ce coup double met un frein à des activités telles que la coiffure. Pour l'élucider, un coiffeur âgé de 30 ans
précise que les délestages l'empêchent de travailler et la pénurie de carburant ne lui permet pas d'alimenter le groupe électrogène. Ce problème de pénurie, d'après la Société nationale des pétroles du Congo, fait suite au problème de logistique et de transport des produits pétroliers entre la capitale économique du pays, Pointe-Noire, et la capitale politique, Brazzaville. Au Bénin, la précarité de l'emploi est l'un des facteurs sur lequel mise le gouvernement de Patrice Talon pour attirer les investisseurs privés étrangers. C'est ce qu'a révélé justement Patrice Talon lors de son discours au sommet du G20 Afrique qui s'est tenu il y a quelques jours seulement en Allemagne. C'est un reportage signé une fois de plus par Halit Mama. Pour mettre cette stratégie en œuvre, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a annoncé que les entreprises ont désormais la possibilité de recruter sur contrat de travail à durée déterminée renouvelable quasi indéfiniment. Il a poursuivi en précisant que le montant des indemnités à payer en cas de licenciement est plafonné à 9 mois de salaire, quel que soit le motif de licenciement. Cette nouvelle loi sur les conditions d'embauche, adoptée par le Parlement béninois, dérégule le recrutement et simplifie la rupture du contrat. Aussi, le président, face aux investisseurs lors du sommet tenu en Allemagne, a salué la nouvelle législation portant sur le droit de grève. Cette législation limite la durée totale de grève à 2 jours maximum dans un même mois et à 10 jours maximum par an. Lors de la 25e édition de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, la ministre de la fonction publique, Adidjatou Matisse, représentant le gouvernement d'État chargé du plan et du développement, a indiqué la situation du Bénin en matière de pauvreté. Selon elle, la pauvreté dans le pays est passée de 36,2% en 2011 à 40,1% en 2015. Ceci dû aux importantes inégalités relevées en matière d'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services sociaux de base. Nous terminons ce bulletin d'information par la page étrangère et c'est en Italie. Il y a donc eu des inondations. La Sicile paye un lourd tribut aux inondations. Au moins 12 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche, dont 9 membres d'une même famille dans la région de Palerme. Leur maison de campagne à Castel d'Assia a été submergée par les eaux et la boue après le débordement d'une petite rivière. Une personne a perdu la vie à Vicari et on est sans nouvelles de moins 2 autres personnes dont les voitures ont été abandonnées sur les routes. Les vents violents et les très fortes pluies ont fait au moins 20 morts la semaine dernière dans d'autres régions italiennes. En Vénétie, dans le nord-est du pays, des hectares de forêt ont été rasés et des centaines d'arbres ont été déracinés sur les versants de Dolomites. Une hécatombe comparée à un tremblement de terre par le gouvernement de la région. Le ministère italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'est rendu sur place. Le niveau d'alerte reste élevé depuis ce 4 novembre 2018 dans 6 régions italiennes. C'est sur ce que nous mettons en thème à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média. De votre fidélité, nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.